Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour le 36e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors cette semaine est une semaine de reprise pour moi après 15 jours de vacances dont une semaine passée à la montagne du côté de l'Auvergne au Mont d'Or. Alors ça a été une semaine de repos total puisque j'avais tout simplement oublié une de mes 2 semelles orthopédiques qui me servent à courir. Donc ça a été semaine de randonnée, du temps pour la famille et de la luge pour les enfants, enfin de nombreuses activités même si la neige n'était pas énormément présente dans cette région de l'Auvergne. Malgré tout ça fait du bien de pouvoir s'évader un petit peu dans ce contexte un petit peu morose. Alors, avant de partir sur cette semaine de congé, j'avais effectué le samedi qui précédait un 5 km test proposé par David, mon entraîneur, où je devais évaluer un temps que j'allais réaliser. Et au final, je suis satisfait puisque j'ai réalisé 1 minute de mieux que ce que j'avais prévu de faire. Je m'étais fixé de faire 19 minutes sur 5 km et au final, j'ai fait 18 minutes 15 avec des sensations plutôt bonnes. Je finis pas trop entamé, donc c'est preuve que le travail réalisé depuis ces dernières semaines est bon et porte ses fruits. Alors si on dresse un bilan du mois de février, j'ai effectué peu de kilomètres, seulement 130 au compteur sur ce 2e mois de l'année, mais les sensations sont relativement bonnes, voire très bonnes. L'assimilation des séances, la variété des allures proposées, la diversité des exercices font que je progresse et j'en apprends toujours plus à chacune de mes sorties. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie. On se projette sur le mois de mars, le printemps arrive dans quelques jours, donc j'espère poursuivre sur cette lancée, sachant que j'aurai des élèves qui vont partir en stage, donc j'aurai quelques créneaux supplémentaires pour pouvoir aller trotter. Alors passons à la présentation de mon invité du jour en la personne de Stéphane Giordanengo. C'est un coureur des Alpes-Maritimes qui a la particularité d'avoir cumulé depuis le début de sa carrière plus de 100 victoires au scratch. Des succès obtenus à la fois en VTT au début de sa carrière, mais depuis quelques années c'est sur la route, mais également sur le trail où il excelle. La passion de Stéphane ne s'arrête pas là puisqu'il est également auteur. Correspondant pour le quotidien Nice Matin, il excelle également par des publications sur le site Distance Plus. Je vous laisse en compagnie de Stéphane Giordanengo qui parfois évoquera des à côté, mais on est dans le podcast À côté de mes pompes, donc on parlera course à pied, mais également de ce qu'il fait à l'extérieur. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Stéphane, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors avec toi, on va parler avec un coureur passionné, à la fois fan de VTT, mais aussi en course à pied puisque tu as à ton palmarès près de 100 victoires. Donc on va voir comment tu as pu les acquérir et puis quel est ton ressenti sur le monde actuel de la course à pied. Je vais te laisser te présenter déjà personnellement, puis on verra après sur le plan sportif. Bonjour Sébastien, déjà merci de m'accueillir virtuellement. Donc je m'appelle Stéphane Giordanengo, j'ai 42 ans, bientôt 43. Je suis en couple avec Cécile, j'ai un enfant de 5 ans et demi, Martin, et une belle-fille de bientôt 14 ans, Anna. Je suis professionnellement, je suis fonctionnaire. Pour être plus précis, je travaille au conseil départemental des Alpes-Maritimes au sein du service des sports où je m'occupe de logistique événementielle et du challenge trail du département. Donc je suis coureur à pied depuis en compétition depuis à peu près 2003-2004 et VTTiste depuis 1995. Même si maintenant, j'en fais plus beaucoup et plus du tout en compétition. D'où remontent tes premiers souvenirs en sport? Est-ce que tu étais, quand tu étais jeune, déjà sportif? Comment tu en es venu à pratiquer le VTT jusqu'à un très bon niveau, au niveau national? Alors, dans un premier temps, quand j'étais petit, je faisais pas du tout de sport. Je suis pas d'une famille de sportifs, mais mes parents en font pas du tout. Et j'ai fait, je sais plus quel âge j'avais, peut-être vers l'âge de 8 ans, ils m'ont mis au tennis. Donc j'ai fait du tennis pendant 4 ans, mais j'étais vraiment très très mauvais.
Je prenais pas ça du tout au sérieux. Dès que le prof tournait le dos, je faisais semblant de jouer de la guitare avec la raquette. Donc enfin, j'aimais bien, mais j'étais pas à fond dedans. Après, j'ai fait 1 an de foot. Donc ça devait être quand j'étais au collège, vers 11-12 ans. Et pareil, je l'ai fait parce qu'un copain s'était inscrit, mais j'étais vraiment nul. J'ai jamais joué un match, j'ai jamais été sélectionné dans l'équipe. Après, bah, j'ai eu une grosse période à l'adolescence où j'étais un peu plus enrobé, où j'ai eu vraiment une longue période de jeux vidéo. Et pareil, je faisais pas du tout de sport et j'ai commencé le VTT en junior deuxième année, donc en 1995. Donc j'avais 17 ans. Et là, par contre, j'ai accroché tout de suite. Alors, pourquoi le VTT? Je pense que déjà, je suis originaire de la vallée du Paillon. C'est une vallée qui est dans l'arrière-pays niçois. Et bah, il y a beaucoup de gens qui font du VTT là-bas. C'est entre guillemets culturel. D'ailleurs, il y a plein de champions qui en sont issus. Il y a Nicolas Vivouillos qui a eu 10 titres de champion du monde qui est de la vallée. Il y a Fabien Barrel qui a eu 3 titres de champion du monde en descente. Nicolas Filippi qui a eu un titre en cross-country en junior. Et puis plein d'autres très bons coureurs départementaux ou voire nationaux. Donc peut-être qu'il y a ça. Après, il y a mon oncle qui en faisait aussi. Donc pareil, lui, il a commencé le sport assez tard, mais il s'est mis au VTT. Alors peut-être inconsciemment, j'ai voulu faire comme lui. Et tu as accroché dès le Ouais, départ, c'est quelque ouais. chose qui t'a intéressé. Et puis surtout, la vallée du Paillon, c'est vraiment un terrain qui se prête à la pratique de ce sport. Il y a des sentiers en très peu dans un rayon très très petit. Il y a vraiment des terrains complètement différents. On va avoir des marnes, des gros rochers un peu graniteux. On va avoir de la terre, de la caillasse. Donc du coup, c'est en peu de distance, on peut faire plein de parcours différents, de terrains différents. Donc il y a ça rejoint le trail. Après, quand je suis passé sur le trail, j'en faisais au même endroit, donc c'est les mêmes parcours. Mais donc oui, bah, j'ai commencé le VTT comme ça, puis j'ai tout de suite accroché. Euh, je crois que j'ai commencé en début d'année 95 et j'ai fait ma première compétition en août. Alors au début, bah, j'avais pas le permis de conduire à l'époque, donc j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'emmènent à des compétitions et ils voulaient pas. Et puis, mon oncle a fini par m'emmener sur une course et, euh, et donc j'en ai fait une. Bon, au début, les premières, ça s'est pas super bien passé, mais après mes parents, vu que ça me plaisait, puis ont commencé à m'emmener et puis bah, je me suis mis à en faire tout le temps après. Alors jusqu'à quel niveau, enfin, tu as eu voilà déjà des victoires sur ces compétitions de VTT? Alors en VTT, j'ai gagné 9 courses de niveau départemental. J'ai gagné 4 cyclocross puis un peu plus tard, j'ai gagné une course sur route, mais c'était sur une cyclo-sportive où il n'y avait pas une grosse concurrence. Niveau, j'ai fini 2 fois troisième en senior sur le championnat régional qui incluait à l'époque Var-Maritime. Et j'ai été champion national FSGT en junior et en espoir. Bon après, c'est un niveau qui est quand même beaucoup plus bas que celui de la FFC. Sur un titre de comparaison, il y a une année où j'ai terminé deuxième en espoir au championnat national FSGT. La même année au championnat de France FFC, j'ai fini 59e. Donc c'est pas le même niveau. Maintenant, je connais plus, je suis plus dans le milieu, donc je sais pas si ça s'est un peu lissé, mais je sais qu'à l'époque, il y avait une grosse différence. Et donc du coup, pareil, les victoires, il y en a la plupart, ouais, c'était en FSGT, donc où il y avait quand même souvent il y avait les mêmes coureurs dans les deux courses, mais sur certaines courses FSGT, c'était quand même moins relevé. Donc après, au niveau, disons que j'avais un niveau dans les 10 premiers au niveau régional, FFC, FSGT. Alors comment tu as basculé vers la pratique de la course à pied et du trail, hein, ce que tu disais, les terrains de Ouais. jeu entre le VTT et le trail sont quasiment identiques dans ta région. Quel a été le déclic pour te mettre sur deux jambes? Ça s'est fait progressivement en fait. Donc à la fin des années 90, j'ai été entraîné pendant 2 ans par Jean-Baptiste Virotte, qui depuis a fondé la société WTS, Wirotte Sport Training. Et il a créé, je crois, une sorte de franchise. D'ailleurs, il y a plein d'entraîneurs un peu partout en France, voire dans le monde, je crois, parce que maintenant lui, il habite en Afrique du Sud. Et dans les plans d'entraînement qu'il me faisait, il me mettait
je crois, une sortie course à pied par semaine ou une toutes les 2 semaines. C'est parce qu'en VTT, en cross-country, il y a beaucoup de portages. Donc, c'était pour être préparé pour les portages. Ensuite, en 2000, j'ai fait mon service national. Je suis de 78, donc je crois, la dernière année ou l'avant-dernière année de ceux qui ont fait leur service national. Et je l'ai fait dans la police à Lyon. Donc, j'ai passé 10 mois à Lyon où j'avais pas de vélo. Donc, le soir, je me suis mis à aller courir. Et après ça, j'ai réussi un concours de la fonction publique et j'ai été affecté à Paris où là, pareil, je crois les 2 premières années, j'avais pas de vélo. Donc, je me suis encore plus mis à courir. J'ai fait une première course en 2003, il me semble. Je crois que c'était 2003 ou 2004. Comme ça m'a plu, en gros, de 2003 à 2008, j'ai fait en parallèle. Je faisais à peu près autant de courses de VTT que de courses à pied. Et puis petit à petit, la course à pied, c'est quand même un peu moins contraignant. Donc, j'ai fait de plus en plus de compétitions à pied, de moins en moins en VTT. Et puis sur la fin, je faisais toujours du VTT en entraînement et plus en compétition. Et puis maintenant, je fais que des compètes en course à pied. Donc tu as raccroché presque le VTT pour te concentrer sur la course à pied. Est-ce qu'on peut dire que les efforts sont les mêmes sur des intensités peut-être très très courtes? Ouais, le format maintenant, ils appellent ça XCO, donc Cross Country Olympique. C'est un format qui est assez court. Je crois que il me semble que la réglementation, c'est que ça doit faire 1h15 à 1h30 d'effort. Alors qu'à mon époque, c'était plutôt entre 1h45 et 2h30. Donc ouais, c'est un format court. C'est c'est comme du trail, il y a des montées, des descentes. Donc c'est un peu la même chose. Après le trail, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de distances différentes quand on passe sur du plus lent, après c'est différent. Il y a une gestion qui est différente. Mais sur les parcours, ça se ressemble, ouais. C'est un peu la même chose. Au niveau de la course à pied, vu que tu étais dans une région un petit peu donc nature avec du relief, est-ce que tu t'es orienté directement vers le trail ou est-ce que tu as eu une approche quand tu étais sur Paris, peut-être un peu plus de route comment tu as débuté et quelles ont été finalement tes premières compétitions? Alors oui, au début, quand j'ai débuté, j'étais à Paris. Je suis redescendu en 2006, donc il y a dû y avoir 2 ou 3 ans où j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup au début parce que rapidement j'ai eu des blessures, donc je courais un petit peu, je me blessais, puis je refaisais du VTT. Mais ouais, mes premières courses c'était un 10 km à Neuilly-sur-Seine, mais je crois qu'en fait il faisait que 9,6. Après j'ai fait un 10 km dans le 15e, donc c'était plutôt ce type d'effort. Et quand je suis revenu dans les Alpes-Maritimes, là, je me suis mis à faire tout ce qui se présentait. Donc, comme il y a beaucoup de trail chez nous, c'était quand même, ouais, c'était équilibré, mais peut-être un peu plus de course nature. Est-ce que tu as intégré un club pour structurer un petit peu ta pratique ou tu le faisais, on va dire, de façon individuelle et en fonction du temps que tu avais? Oui, alors, dès que je suis redescendu dans le 06, j'ai intégré le Cavigal Nice Sport. Ensuite, j'ai eu plusieurs clubs. Après, je suis passé au GSEM. En fait, c'est juste que l'entraîneur du club a changé de club. On l'a suivi au GSEM, mais c'était le même groupe. Ensuite, j'ai intégré Courir à Payant. Ensuite, j'ai organisé une course à l'époque et on a créé un club dans le village où j'organisais la course. Donc, j'ai quitté Courir à Payant pour ce club. Et puis finalement, ça s'est mal passé sur la fin dans l'organisation de la course. Donc, j'ai quitté ce club. Pendant 2 ans, j'ai pas été licencié. Puis là, je suis de retour à Courir à Payant. Est-ce que tu penses que le club t'a aidé à progresser, à structurer, ou est-ce que tu avais déjà, du fait de ton passif de vététiste, un entraînement qui était déjà structuré et organisé? Euh, Quand c'était vraiment du VTT jusqu'au début des années 2000, mon entraînement était très, très structuré. Oui, je faisais beaucoup de fractionnés, des longs, des courts, de la musculation. Et après, j'ai commencé la course à pied, au début, je m'entraînais tout seul, mais avec mon passif de VTT, en fait, en gros, quand j'ai commencé la course à pied, entre le moment où j'ai commencé et où j'ai fait mes records, j'ai pas gagné énormément de temps. Mais après, peut-être que j'étais déjà proche de mes limites. Mais oui, disons que tout seul, je suis passé en gros de 36 minutes 15 sur 10 bornes je crois, à 33, 50.
Et dans le club, donc avec l'entraîneur que j'avais au Cavigal, il m'a fait descendre un peu en dessous des 33. Donc le fait de suivre un plan, ouais, ça m'a fait gagner presque une minute sur 10 kilomètres. Alors, de ton passif de jeune qui était finalement peu sportif, tu as quand même réussi à atteindre donc des performances et des chronos qui sont de très haute facture. Comment tu l'expliques? Est-ce que cette expérience que tu as du VTT t'ont permis de développer des qualités qui aujourd'hui sont utiles aux coureurs, aux trailers que tu peux être? Oui, je pense. Bon, c'est vrai que j'étais pas du tout sportif enfant, mais après, quand je me suis mis au VTT, c'est quand même un sport qui est exigeant, qui demande beaucoup d'entraînement. Je sais que quand moi j'en faisais vraiment à un niveau intensif, au début, j'ai vraiment fait très attention à la nourriture, donc je me suis beaucoup allégé. Et ça fait que quand je suis passé à la course à pied, j'avais déjà un peu un physique entre guillemets affûté. Bon après mes chronos sont pas dingues. C'est un niveau régional 2, je crois. Enfin à l'époque, ça a peut-être changé maintenant. Mais oui, quand on passe du vélo à la course, enfin il y a plein d'autres exemples dans le cas. Il y a Pascal Blanc qui faisait du VTT, qui était du Var à la même époque que moi. A eu des facilités quand il est passé à la course à pied. Il a fini, je crois, 2 ou 3 fois deuxième du Grand Raid. Il y a les frères Camus qui viennent du VTT aussi. Il y a Germain Grangier qui a commencé par le VTT, qui après est passé au vélo de route et qui maintenant a un gros niveau en ultra. Enfin même sur 10 bornes, je crois que là il vient de faire un 30 minutes 30 sur piste derrière un vélo. Donc oui, commencer par le vélo, je pense que c'est un bon début pour ensuite faire de la course à pied. Parce qu'on voit souvent l'inverse, c'est-à-dire des coureurs à pied qui, après de multiples blessures ou des bobos à droite à gauche, basculent sur le vélo. Toi, tu as fait l'inverse. Est-ce que les filières musculaires, est-ce que la résistance qu'on peut justement mettre en place en vélo sont peut-être à l'origine du Stéphane qui est aujourd'hui performant sur les trails? Ah, biologiquement, je suis pas assez calé pour répondre si c'est avéré ou pas, mais je sais que du point de vue des sensations, parce que j'ai des périodes où je fais vraiment beaucoup de vélo et un peu de course. Il y en a où je fais que de la course, comme là, depuis 2 mois, j'ai quasiment pas touché le vélo. Je sais que quand je fais pas du vélo, j'ai moins de cuisses. Moi, je me sens pas bien. Enfin, je cours moins bien. Mais c'est une impression. Après, peut-être que c'est avéré, que ça l'est pas, que c'est dans la tête. Mais mon ressenti, c'est que si je fais pas de vélo, je suis moins bien quand je fais des courses pédestres. Ça, tu l'intègres globalement dans ton entraînement. Enfin, ça fait partie, même en course, d'un volume d'entraînement avec soit le home trainer, soit le VTT que tu pratiques régulièrement, hormis sur ces 2 mois où tu dis que tu as lâché un petit peu. C'est quelque chose qui fait partie ce qu'on appelle le sport croisé finalement. Tu y trouves, toi, des Ouais, bénéfices. mais c'est plus moi par envie que dans la recherche d'optimisation en croisant les sports. Mais ce que je cherche à optimiser, moi, c'est mon temps. Donc, comme j'ai pas, j'ai un peu de temps quand même et j'essaie tout le temps de faire le maximum de choses. Et du coup, en allant travailler en vélo, je sais que je gagne une demi-heure le matin, une demi-heure le soir sur le temps de trajet. Donc, j'ai fait 1 heure de sport que j'aurais pas pu faire si j'allais pas en vélo. Donc ça fait que quand on est à la belle saison, j'essaie de prendre le maximum le vélo, je cours moins. Enfin donc j'adapte comme ça, mais c'est pas forcément dans le but de la recherche de l'optimisation de la performance, mais comme je disais, c'est du temps. C'est pour optimiser mon temps. Alors, sur l'alimentation, tu disais avoir vraiment quelque chose de très carré. Qu'est-ce qui a été le déclic pour mettre en place une alimentation parce que tu dis, je suis affûté, coureur, plus on est léger, de toute façon, plus on peut, on va dire, aller vite et performer. Tu t'es pris en main tout seul ou tu as été accompagné pour ce rééquilibrage alimentaire? Tu disais être un petit peu enrobé quand tu étais plus jeune. Qu'est-ce qui a été le déclic? Euh, j'étais un petit peu plus enrobé, ouais, même un peu gros plus jeune. Je me suis pris en main tout seul, hein. Je me suis mis à moins manger, à essayer de manger un peu plus équilibré. Puis comme je me suis mis au VTT en même temps, mon corps s'est transformé. Donc je suis devenu vraiment sec. Au début, quand je faisais vraiment beaucoup de VTT, j'étais à quasiment 62 kg et demi. Là maintenant, je suis à 65. Après, ce qu'il y a, c'est que mon poids peut varier beaucoup. Enfin, ma masse, pardon. Disons qu'entre 65 et 69, ça varie beaucoup.
sauf depuis 2 ans où là vraiment j'essaye de faire attention. Ce qui joue le plus, c'est pas tant enfin la masse joue aussi forcément parce que quand on a plus de masse à traîner, le rapport poids-puissance diminue, la VO2 max diminue, mais c'est surtout le fait de bien manger. Enfin, ce que je fais moi quand je suis vraiment très motivé, je supprime tout ce qui est sucre transformé, tout ce qui est biscuits, chocolat. J'essaie de manger des fruits. Et vraiment, c'est assez rapide. Au bout de 3 semaines, on le ressent dans l'organisme et les performances augmentent de folie. Je sais que sur moi, ça joue beaucoup plus de faire très attention à la nourriture que d'augmenter mon entraînement ou de faire plus de fractionnés. Et est-ce qu'il te faut absolument un objectif pour cela? Là, en cette Ah oui, période, là, par contre, oui. ouais, c'est plus compliqué. En gros, j'ai eu des calculs rénaux en août 2018 et ça faisait 2-3 ans que je mangeais quand même pas mal n'importe quoi. Donc du coup, j'ai refait un nouveau rééquilibrage tout seul, hein, mais j'ai supprimé tout ce qui est pas bon, enfin avec du bon sens, hein, sans suivre un plan nutritionnel. Et donc j'ai dû commencer à faire gaffe en début septembre 2018 et à la fin du mois, j'avais déjà des sensations de malade qui ont duré jusqu'à début décembre. J'avais une forme je pense que j'avais jamais eu avant. Malheureusement, je me suis fait une entorse, donc un peu mis un coup d'arrêt. Mais après, je me suis remotivé en 2019. J'ai refait gaffe et j'ai encore eu une longue période où j'étais en super forme. Et par contre, ce qui m'a mis un gros coup d'arrêt, ça a été le premier confinement. Alors par contre, j'ai pas pris en masse, mais dès qu'on a su qu'on était confiné, je me suis mis à manger n'importe quoi, des desserts, plusieurs desserts à chaque repas, des biscuits, des chocolats. Et sans avoir grossi, j'ai commencé à sentir que j'étais moins véloce. Donc j'ai pu encore me reprendre en main à peu près un mois après le déconfinement. Et j'ai mis du temps quand même à retrouver de bonnes sensations. C'est revenu l'année dernière vers le milieu de l'été. Et puis quand il y a eu le deuxième confinement qui était plutôt fictif, parce que moi j'ai travaillé, donc je pouvais continuer à faire du vélo, je pouvais continuer à courir. J'avais une attestation pour aller au travail en vélo. Mais le fait qu'il n'y ait pas de compétition, j'avais pas d'objectif pour faire attention. Donc là encore, j'ai pas grossi, mais je me suis empâté. Et là, ça dure depuis octobre. Je mange bien, je mange équilibré, mais dès que je peux, je tape dans du chocolat, dans des biscuits. Donc là, en ce moment, je sens que j'ai pas d'énergie, que je suis pas bien. Donc, hâte qu'un dossard pointe le bout de son nez pour. D'un côté, oui, parce que j'ai envie de remettre un dossard. Et d'un autre, non, c'est tellement plus facile de pas avoir se priver, de pouvoir, quand on a envie de manger du chocolat ou prendre 3 yaourts ou une tarte au chocolat en dessert, enfin, tout ce qui passe, et on se dit, finalement, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de compétition. Comme ça, on peut manger sans faire attention. Donc, c'est vrai qu'il faut, on va dire, soigner ses apports alimentaires. Ouais. Mais malgré tout, tu aimes te faire plaisir. Je pense que tu es un Je suis très épicurien de. gourmand. Oui. Ouais, je suis très, très gourmand, surtout le sucre, enfin, de tout, mais surtout du sucre. Donc, quand j'arrive à me sevrer, je sais que c'est difficile, mais les 2 premières semaines sont difficiles. Et une fois que j'ai fait l'effort, et une fois que je suis sevré aux 3 semaines, j'ai plus besoin. Donc, ça va, mais dès qu'il y a un reconfinement ou quelque chose dans le genre et que je remets le doigt dedans, là, c'est reparti et je peux plus m'arrêter. Alors, on espère que dans la région niçoise, vous allez être relativement tranquille et que les mesures, on va dire, restrictives ne vont pas se poursuivre parce que là, tu risques encore d'accentuer cette frénésie pour les gâteaux. Là, elle est déjà assez élevée. L'accentuer, je pense pas, mais ce qu'il faut que je la réduise. Alors, si on parle d'Ossard au niveau compétition, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu cumules plus de 100 victoires au scratch. Alors, c'est peut-être VTT et course à pied comprises, mais moi, je voulais savoir, quand on est coureur à pied performant et vainqueur de nombreuses courses, qu'est-ce qu'on ressent quand on accroche justement un dossard et qu'on est prêt à prendre le départ? Quel est ton ressenti? Moi, j'ai toujours envie de mettre des dossards. Ce qui me plaît, c'est la compétition, en fait. Quand c'était en VTT, j'adorais prendre un dossard en VTT. Maintenant que c'est en course à pied, j'aime. De façon générale, je suis joueur. Aux jeux vidéo, j'aime bien faire le maximum pour gagner. Quand je joue à des jeux de société, c'est pareil. Donc,
le fait de mettre un dossard, enfin, je sais que je suis pas trop stressé, moi, avant le départ d'une course. Peut-être juste les 2 minutes avant, mais j'ai toujours une excitation, une envie d'en découdre. Donc, ce que j'aime, c'est la compétition. Et donc, ouais, les victoires, oui, je suis à 102. Là, j'ai fait le compte précis. Et effectivement, il y en a beaucoup en trail et en course à pied quand même. Et après, il y en a 9 en VTT, 4 en cyclocross, 6 en vétathlon. C'est des duathlons course à pied VTT. Alors certaines c'était seules en enchaînant les deux, certaines c'était en équipe, donc un qui fait la course à pied, un qui fait le vélo. J'ai gagné une fois un petit triathlon, pareil, un petit triathlon local et comme je disais tout à l'heure, une course sur route. C'était l'ascension de la Bonnette vélo, mais c'était une genre de cyclo-sportive, donc pas très relevé. Et est-ce que tu te rappelles de ta toute première victoire? Est-ce que c'est celle qui est la plus marquante ou est-ce qu'il y en a eu d'autres sur lesquelles tu voudrais revenir? Ma toute première, c'était une course de VTT à Roure. C'est une course que j'aimais bien. Il organisait 2 fois par an. Je crois qu'elle était une fois en mai, une fois en octobre. Et il me semble que c'est celle de mai que j'avais gagnée. Donc forcément, comme c'est la première, je m'en rappelle. C'est une course qui a eu lieu quand même pendant beaucoup d'années et qui n'existe plus maintenant. Par contre, la plus belle, je dirais que c'est quand même l'ascension de la Bonnette à pied en 2007. Euh, alors j'avais fait un chrono moyen, je crois que je l'avais gagné en 2h08 à peu près. Le record est depuis il y a un coureur qui est passé sous les 2 heures et puis il y en a pas mal qui ont été autour de ce temps-là, qui ont fait 2h01, 2h02. François Alzerny, que je crois que tu as interviewé récemment, il me semble qu'il est presque à 2 heures. Il doit être juste en dessous les 2h01. Donc j'ai pas fait un super temps, mais comme c'est quand même une course un peu mythique dans le département, pour moi, c'est ma plus belle victoire. Col de la Bonnette, qui, il me semble, est un des plus hauts, si ce n'est le plus haut d'Europe, empruntable par les piétons et les cyclistes. Quel est le principe de la course? Tu pars du bas du col et toute la portion de route se fait en courant, c'est ça? Alors, si j'ai bien compris, c'est le plus haut col, mais qui permet de faire une boucle, parce que je crois qu'il y a un col en Espagne qui est plus haut, mais qui impose de faire un aller-retour. Il me semble que la Bonnette, d'ailleurs, ils ont tracé, enfin, ils ont fait le dernier bout de route justement pour pouvoir faire peut-être pour avoir ce record. Et le principe de la c'est de partir de Saint-Étienne-de-Tinée, qui est 27 km plus bas que le sommet du col. Et l'arrivée au sommet, alors depuis que moi j'y participe, l'arrivée au sommet de la route, mais les coureurs les plus anciens nous racontent qu'avant, l'arrivée était à la table d'orientation qui se situe au-dessus. Donc maintenant, la course est un peu plus courte et c'est que de la route, alors qu'à l'époque, il y avait une petite partie de sentier sur les 200 derniers mètres. Et en dénivelé, il me semble, je crois que ça fait 1700 ou 1800 mètres. Donc en gros, c'est un peu comme un marathon, même si c'est plus court en temps d'effort, mais si on cumule le dénivelé plus la distance, ça fait presque un marathon en disant que 100 mètres de dénivelé valent 1 kilomètre. Alors, comment on gère une course de côte? Est-ce que ça se gère comme justement le marathon? Est-ce qu'il y a des étapes qui sont difficiles ou c'est au mental du début jusqu'à la fin? Les courses de côte, il faut différencier la bonnette des autres parce qu'habituellement, enfin nous on en avait beaucoup n'existe plus, mais on en avait beaucoup dans le 06 des courses de côte sur route et qui tournaient plutôt autour d'une douzaine de kilomètres. Et là, c'est à fond du début à la fin. La bonnette, par contre, c'est 27 kilomètres et on arrive je crois que le sommet à 2000, l'arrivée à 2800 mètres d'altitude. Donc je sais que dans mon cas, ça m'affecte pas trop, mais il y a beaucoup de coureurs qui commencent à être affectés. Un lieu du parcours qui s'appelle le Camp des Fourches. Alors, je sais plus si c'est à 2000 et il y a beaucoup de gens commencent à craquer à ce moment-là. Donc, déjà, donc sur cette course, faut pas partir trop vite. Souvent, ceux qui partent vite et qui passent, il y a un hameau à Bousséas qui est à peu près à mi-course. Il faut pas arriver trop tôt enfin, trop rapidement à cet endroit. Et puis, il faut avoir un organisme qui encaisse bien l'altitude. Donc, le fait d'être peut-être un régional de l'étape, c'est peut-être avantageux pour pouvoir connaître ces terrains d'entraînement. Ouais, enfin, après, pour nous, c'est une course importante, mais en général, il n'y a que des départementaux. Il y a de temps en temps
un Italien, Lorenzo Trinchieri, je crois que c'est lui qui a le record d'ailleurs, qui est italien, donc qui est pas très loin, qui est venu plusieurs fois la faire, mais après le reste du temps, c'est beaucoup des coureurs du département. Donc en course pure, donc 10 km, semi-marathon, marathon, quelles ont été tes belles expériences sur ces courses sur route? On verra sur le trail après que tu as également d'autres cordes à ton arc avec un palmarès également important. Mais sur route, quels ont été tes grands faits d'armes? Grand fait d'armes, je dirais pas ça, mais bah, je suis passé une première fois sous les 33 minutes sur la Prom Classique 2008 et euh, et ensuite j'ai eu une pubalgie qui a duré vraiment longtemps. Alors je reprenais à chaque fois trop vite. Ça a duré 3 semaines, 2, 3 semaines. Enfin, je coupais 2, 3 semaines, puis là je reprenais, et puis au bout de 2 semaines, la douleur revenait et ainsi de suite. Donc à la fin, j'ai vraiment décidé de couper. Je crois que je faisais quand même du vélo à l'époque et même avec le vélo, ça revenait. Donc j'ai coupé tout sport pendant, je sais plus, peut-être un mois ou deux. La douleur est passée et j'ai pu reprendre l'entraînement juste avant la Prom Classique 2009. Donc j'ai repris en décembre 2008. J'ai pu faire que trois semaines de prépa. Donc j'ai fait vraiment une prépa spécifique d'e-born pendant 3 semaines et je suis arrivé à battre mon record, bon, de 1 seconde et à faire 32,58, ce qui est mon record. Donc ça reste un bon souvenir. Et après, un autre bon souvenir, c'était en 2000, ça devait être 2010 ou 2011. Nice était candidate pour être capitale européenne de la culture. Il y avait plusieurs villes, dont Nice et Košice en Slovaquie. Et du coup, les 2, 3 années avant, il y avait plusieurs échanges entre les deux villes qui pouvaient être sportifs, culturels. Et donc, de ces échanges, c'était d'envoyer un coureur niçois au marathon de Košice. Et je crois que ça avait été proposé, enfin, il me semble qu'on m'avait dit que ça avait été proposé à François Alzerny, qui est le meilleur sur la distance dans les Alpes-Maritimes, et il a refusé. Et du coup, je sais pas comment c'était tombé sur moi. J'avais jamais fait de marathon. On m'a proposé, donc j'y suis allé. J'ai pas fait un super temps, mais c'était mon premier marathon avec un voyage qui avait été pris en charge. On dormait avec les Kenyans professionnels. Donc du coup, c'est une belle expérience, ça. Et enfin, une troisième aussi, c'est en 2011, j'écrivais pour le magazine Running Mag, qui avait à l'époque une édition Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Rémi Gégard, la personne qui gère le magazine, avait une invitation pour aller au marathon de Rio de Janeiro. Il pouvait pas y aller. Je crois qu'il avait proposé à d'autres de ses rédacteurs qui pouvaient pas y aller non plus. Il m'a proposé. Et du coup, j'y suis allé. Alors, à l'invitation, je crois que le 14 juillet à l'époque était un jeudi. Donc, l'invitation, elle est du jeudi au dimanche. J'ai demandé aux organisateurs si je pouvais avoir un billet décalé d'une semaine. Et donc, je suis parti le jeudi. Je suis rentré le dimanche, 10 jours après, en restant une semaine à mes frais sur place. Mais du coup, bon, comme je l'ai su au dernier moment, j'ai fait participer que au semi-marathon. Mais ça reste une super expérience parce que j'ai participé à la course. Là encore, on était logé avec les pros. Et puis après, j'ai pu rester une semaine au Brésil. Donc, j'ai découvert Rio. Je suis allé aux chutes d'Iguassou. Donc, pareil, ça, c'est une super expérience grâce à la course à pied. Donc là, tu allies finalement plaisir de course et découverte d'un environnement qui est Ouais. propice. On y reviendra hein, sur la partie trail parce que j'ai également vu une course dans ton CV qui offre de magnifiques paysages. Alors, en dehors de la route, donc le trail, est-ce que tu prends plus de plaisir sur le trail aujourd'hui que sur route? Est-ce que l'effort est différent? Est-ce que pour toi, il y a peut-être plus d'intérêt avec ton passif de VTTiste à être sur le trail? Est-ce que ça te correspond plus? Oui, bah alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ce que j'aime avant tout, c'est la compétition. Donc, du moment que j'ai un dossard, que ce soit sur route, sur 10 km, sur semi, sur marathon ou en nature, je suis content. Mais après, c'est vrai que, bah, notamment en entraînement, je prends quand même plus de plaisir dans la nature, sur les sentiers. Euh, et même en compétition, bon, après, c'est un peu ridicule de dire qu'en compétition, on profite des paysages parce que quand on est à fond, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de regarder. Mais c'est quand même plus agréable de se déplacer, ne serait-ce que de sauter sur des rochers, dans des canyons, plutôt que d'être sur du bitume qui peut être plus monotone. Même si, comme je le dis, du moment que j'ai un dossard, moi, ça me va, je suis content.
même si ça nous arrivait de faire des corridas limite dans des zones industrielles. Du moment qu'il y avait le côté compétition, j'étais content. Et qu'est-ce qu'on ressent alors par rapport là, on disait au dossard, le fait d'accrocher, mais quand tu te retrouves en tête d'une course, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu es en contrôle? Parce que là, tu n'es pas dans la position du chasseur, tu es le chassé. Est-ce que c'est facile? C'est une question que je me pose. J'ai jamais été en tête d'un peloton, donc je te la pose, Stéphane. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est devant tout le monde et qu'on sait que derrière les participants, les concurrents reviennent et il faut gérer pour garder la tête? Alors là, la réponse que je vais donner m'est propre, hein. Je ne sais pas ce que ressentent les autres, mais je sais que dans mon cas, j'ai toujours l'impression que ceux de derrière sont en train de revenir. Donc, ce qui a un côté stimulant aussi, et ce qui fait que quand on est en tête, souvent, l'écart augmente en continu. Mais dans ma tête, j'ai toujours l'impression qu'ils vont revenir, que c'est moi qui suis en train de craquer, et puis alors qu'en fait, souvent, non. Mais moi, j'ai toujours cette sensation. Donc c'est récurrent, c'est-à-dire que quelle que soit la course, quand tu as été en tête, c'est toujours dans cette démarche-là que tu te positionnes. Les autres sont derrière, il y a entre guillemets la pression qui est mise et tu dis je peux être rattrapé à tout moment, donc Ben voilà, t'en c'est remets une ça, ouais. deuxième couche. Ouais. Mais de toute façon, tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, on peut avoir une hypoglycémie, un coup de moins bien ou se tromper de parcours. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de rester concentré, bien suivre le balisage quand c'est en trail, euh, et puis essayer de pas craquer, quoi. Est-ce que tu as des anecdotes sur des je sais pas, des compétitions un petit peu cocasses où en tête d'un peloton, voilà, il se passe des choses. Est-ce que, comme on le voit sur certaines courses, tu es déjà arrivé main dans la main avec un autre participant, ou est-ce que c'est vraiment la compétition et tu laisseras pas ta place? Oui, arriver main dans la main, ça m'est arrivé en VTT, ça devait être fin des années 90. Et à pied, ça a dû m'arriver, mais pas pour la première place. Euh, Je sais qu'une année, sur une course à Valoris, avec Franck Safiotti, que tu as interviewé il y a pas très longtemps, j'avais fait pas mal de la course en tête et il était revenu sur moi sur la fin. Et comme on est copains, je lui avais dit, tu veux qu'on termine ensemble? Et lui, en fait, pensait que c'était parce que j'étais en train de craquer, ce qui n'était pas forcément vraiment le cas. Et il a dit non, donc il a gagné la course. Et moi, je me suis en plus fait rattraper par une autre personne et j'ai fini troisième. Donc Franck a fini premier, il y en a un qui s'est intercalé, j'ai fini troisième. Après, dans le genre anecdote, la plus récente qui me revient, c'était il y a pile un an au trail de Pays Gros. C'était une première édition à Pémenade, un petit village de Grasse. Et apparemment, le parcours a été débalisé. Euh, C'était assez tôt dans la course, c'était au genre vers le 2 ou troisième kilomètre. Et sur le grand parcours, j'étais en tête à ce moment-là avec un autre coureur qui était juste derrière moi. Et nous, on s'est pas trompé de parcours, on a pris la bonne bifurcation. Sauf que tous ceux qui ont suivi ont tiré droit à un endroit et ça leur faisait éviter quelque chose comme 2 kilomètres. En gros, nous, on faisait une boucle en plus et eux allaient droit. Et nous, après, on devait remonter pour retomber sur le sentier où ils étaient. Donc, quand on a commencé à doubler des personnes, enfin, entre-temps, j'avais lâché l'autre, donc j'étais censé être en tête. Quand j'ai commencé à doubler des coureurs, je leur ai dit, mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de parcours? En fait, ils étaient tous sur deux, pensant que c'est moi qui m'étais trompé. Et du coup, j'ai fait toute ma course, j'ai dû rattraper 20, 25 personnes et j'ai passé la ligne d'arrivée de troisième au final. Et sur le moment, j'ai été un peu ridicule parce que j'ai passé la ligne d'arrivée assez énervé. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrivait de me tromper. Enfin, pas de me tromper, mais que les autres se trompent. Et en plus, mon fils m'attendait pour passer la ligne d'arrivée avec moi. Donc, je lui ai dit, viens, on s'en va, Martin. Enfin, je me suis énervé. J'ai fait un petit peu ma petite crise. Et après, ça m'avait fallu pas mal de vannes d'autres coureurs, notamment de Franck. Et puis bon, finalement, il y a eu les organisateurs savaient qu'il y avait eu un débalisage, donc ils ont fait une estimation, puis nous ont reclassé à peu près dans l'ordre qu'ils pensaient être le bon. Mais voilà, bon, c'était rigolo. Enfin, c'est rigolo à en reparler, même sur le moment. Sur le moment, oui, tu étais un peu colère. Ce qui peut se comprendre hein, quand on fait la course en tête et de voir des coureurs qui arrivent de je ne sais où et qui ont fait moins de kilomètres. Donc ça peut être irritant, on va dire.
C'est ça, ouais. Mais en plus, j'avais espoir de remonter peut-être jusqu'à la place que j'avais avant de me tromper. Et j'ai passé la ligne d'arrivée troisième avec le deuxième qui était vraiment pas loin. S'il y avait eu peut-être 2 kilomètres, je pouvais encore regagner une place. Donc ouais, sur le moment, j'ai été énervé. Je m'en excuse auprès des organisateurs s'ils écoutent ce podcast, parce que c'est quand même, c'était une première édition et c'était une super course, bien organisée malgré ce petit cafouillage, et un super joli parcours dans des terres rouges qui font un peu penser à l'Estérel. Donc c'est une course à découvrir. Et sur quelle distance en trail tu te sens le plus à l'aise? Est-ce que tu es plutôt format court ou est-ce que tu aimes les efforts au long cours? Alors j'ai eu une période, déjà quand je suis passé sur trail, j'ai pas voulu, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de coureurs qui au bout de 6 mois, un an se lancent sur des ultras tout de suite. Donc moi j'ai voulu monter assez progressivement, donc j'ai commencé sur des trails jusqu'à 30-35 kilomètres, et puis je suis monté progressivement jusqu'à 80-82 kilomètres sur la Trans-Gran Canaria 2014. Et puis ensuite, j'ai eu 2 ans, 2014-2015, où j'étais plutôt sur les formats entre 40 et 50 kilomètres. Et j'ai commencé à avoir une douleur au talon un peu avant. Je m'étais inscrit à la Maxi Race, c'est l'année où elle était championnat du monde, où il y avait eu une grosse polémique là, parce que les amateurs ne prenaient pas le même départ que les pros. Et pour eux, c'était un dû parce que c'est habituellement comme ça dans le trail. Alors, enfin, moi, selon mon point de vue, pour participer à un championnat du monde, dans tous les autres sports, faut faire des qualifs, faut justifier d'un certain niveau. Donc, ça me choquait pas aux mesures. Enfin, bref, j'étais engagé sur cette course, et, euh, et j'avais vraiment très, très mal au talon. J'ai abandonné à mi-course. La douleur a vraiment toute l'année 2000, c'était en 2015, ouais. Toute l'année, la douleur a duré, et du coup, je suis repassé sur des distances plus courtes, et je suis plus remonté sur 40 kilomètres. Et même maintenant, quand je dépasse les 30 kilomètres, j'ai du mal parce que depuis 6 ans maintenant, 6 ans, ouais. Je suis tellement habitué à faire que du très, très rapide. D'une part, je m'entraîne plus suffisamment pour tenir la distance, et puis j'ai l'impression que mon organisme s'est habitué à faire du rapide et tient plus du tout. Donc, ce que tu disais, vu la vitesse à laquelle tu passes dans les paysages, pas le temps de jeter un œil et d'observer ce qui se passe dans les environs. Donc, tu restes Bah, sur. disons quand on est sur des pistes, oui, on peut jeter des coups d'œil, faire des mouvements rotatifs de la tête et puis un peu regarder. Et quand on est sur des sentiers un peu techniques, enfin surtout moi maintenant avec mon entorse, il faut que je fasse super gaffe. Donc je suis concentré. C'est vrai qu'on voit moins les paysages, mais on profite toujours des terrains parce que c'est quand même agréable d'être sur des sentiers, dans des prairies, dans des canyons, sur des rochers. C'est quand même moins monotone que le bitume. Comment tu axes ton entraînement quand tu prépares un trail? Est-ce que tu as vraiment des séances de renforcement, de la côte, de la descente? Comment ça s'organise? C'est pas très organisé, hein. C'est en fonction de la saison, je vais faire plus ou moins de vélo. Donc en général, l'été, je dois faire facilement 5, 6, voire plus sorties de vélo. Donc ça fait que je cours moins, entre 20 et 40 kilomètres par semaine. Et puis là, depuis le début de l'hiver, on a eu un hiver un peu rude sur la Côte d'Azur. Alors, ça va peut-être faire sourire des gens qui sont pas du coin, mais moi, je suis très frileux, et autant les autres années, j'arrivais à faire du vélo tout l'hiver, et autant cette année, d'autres le font. Moi, je suis pas arrivé à me motiver. Alors peut-être que c'est dû aussi à l'absence de compétition, au confinement. Et donc du coup, depuis que je roule plus trop, je me suis mis comme objectif d'essayer de faire autour de 90-100 kilomètres par semaine, ce que je fais depuis, ça doit faire peut-être 2 mois, 2 ou 3 mois maintenant. Mais donc sinon, j'ai pas un entraînement très structuré, parce que j'ai une autre particularité, c'est que j'essaye de faire au moins une course tous les week-ends. Donc du coup, le fait d'enchaîner les courses, le jeudi, peut-être pas jusqu'au jeudi, mais le vendredi, samedi, faut faire assez light parce qu'il y a la course le dimanche. Le lundi, voire le mardi, on va récupérer. Donc du coup, soit je fais un peu de 30-30 le mercredi, soit je fais pas du tout de fractionné. Et puis
en fait, le fait d'enchaîner les courses, c'est ça qui me fait faire des fractionnés, qui fait mon entraînement essentiellement. Mais tu considères qu'une course peut être aussi une séance d'entraînement parce que tu vas intégrer la vitesse sur cette compétition. Alors là, tu dois être sevré, effectivement, sans ces compétitions, tu as perdu finalement un peu de ce qui t'anime, à savoir l'attrait pour la compétition. Bah ouais, là, on est sevré, oui. Après, c'est vrai qu'il y en a il y a beaucoup de courses connectées, donc il y en a qui participent beaucoup à beaucoup de ces courses. Moi, j'aime pas trop. J'ai participé aux deux premières qu'il y a eu pendant le premier confinement et j'ai pas adoré ça. Je trouve pas que ce soit, enfin, personne n'est sur le même parcours, donc il n'y a pas d'équité sportive. Enfin, moi-même, la première qui a eu lieu, c'était un 3 km. J'avais choisi un parcours où je pouvais, en partant d'un point haut et après avoir passé une petite côte, faire tout le reste en faux plat descendant. Donc, c'est pas très juste pour celui qui habite en bord de mer et qui a que du plat. Après, il peut y avoir une histoire de vent, une histoire de température, d'hygrométrie. Euh, donc, j'aime pas trop. Par contre, il y en a deux que j'ai beaucoup apprécié. C'était le village trail de la Colle-sur-Loup cet été et des mêmes organisateurs, Azure Sport Organisation, le Cannes Urban Trail Connecté là en janvier. Alors, pour ces deux courses, en fait, le parcours a été balisé en dur. Et pour le Village Trail, on avait un mois pour aller le faire quand on voulait. Donc, tout le monde faisait le même parcours. Pour le Cannes Urban Trail, ça a été sur une semaine. Mais au moins, tout le monde a participé à la même course sur le même parcours. Bon, c'était pas aux mêmes heures exactement, mais on pouvait retenter sa chance plusieurs fois. Donc ça, j'ai bien aimé. Le fait qu'il y ait Euh, cette équité, ça, on voilà, va ouais. dire, met tout le monde sur la même base et il n'y a pas d'avantage de terrain ou Voilà. de météo. Ouais. Mais pareil, la deuxième course connectée à laquelle j'ai participé pendant le confinement, c'était une course où il fallait faire le maximum de dénivelé qu'on arrivait à enchaîner pendant 1 heure. Et j'ai pris une côte qui est très très raide à côté de chez moi en me basant sur le dénivelé annoncé sur le segment Strava. Et sauf que peut-être c'est un problème à chaque fois de faire le demi-tour. J'ai pas du tout atteint ce que j'avais estimé, ce que j'ai calculé je crois que j'avais fait 9 allers-retours, ça donnait peut-être 930 mètres. Et au final, j'ai eu 600 mètres. Donc, je me suis dit, ouais, ces courses, c'est pas pour moi. Je préfère une course où tout le monde parcourt la même chose. Donc, tu as mis ça de côté et Voilà. plus de dossard pour le moment. Au niveau, Sauf s'il y en a des balisés, comme ça a été le cas au oui. Cannes Urban Trail en janvier. Alors justement, par rapport aux urban trails, est-ce que c'est une tendance qui se développe? Comment tu vois cet essor déjà du trail dans ta région, mais également à l'échelle de la France et du monde? Et puis ces urban trails, quelle différence y a-t-il entre un trail en pleine nature et cet environnement un petit peu plus urbain? Et est-ce que tu y prends autant de plaisir? À partir du moment où Ah il y a ben, un dossard, oui, mais quelles seraient les différences? moi, c'est quasiment ce que je préfère, hein. Le Lyon Urban Trail, c'est une de mes courses préférées. Ça allie les deux parce qu'on est en ville comme sur une course sur route et on a du dénivelé, des passages pittoresques comme sur un trail. Alors surtout à Lyon, parce qu'à Lyon, que ce soit sur Croix-Rousse ou Fourvière, il y a vraiment beaucoup de dénivelé, beaucoup d'escaliers différents. Il y a des passages dans les traboules, on passe dans les arènes gréco-romaines, il y a certaines années où ils ouvrent le fort de Vèze, on passe dans les caves. Donc il y a à la fois un côté compétition, un côté découverte touristique, un côté vitesse. Donc enfin moi j'adore ça. Je sais que les puristes aiment pas du tout parce qu'il n'y a pas le côté nature et pour eux c'est un sacrilège, mais j'adore ces courses. J'adore le Lyon Urban Trail, il y en a des nouveaux chez nous. Il y a le Cannes Urban Trail, alors, qui est pas pareil que celui de Lyon. Celui de Lyon, c'est vraiment un escalier dénivelé. Celui de Cannes, c'est vraiment découverte touristique de la ville. On passe sur la Croisette, on prend l'ancien funiculaire, on prend le canal de la Sia, le parc de la Croix des Gardes, on finit par le quartier du Suquet où là il y a un peu d'escalier. Donc c'est vraiment des super courses. Et j'invite tous ceux qui ont un a priori
pense que ça mérite pas le détour d'essayer au lieu de critiquer sans savoir de quoi il parle. Est-ce que de nuit, tu en as déjà fait? Parce que je sais que celui de Lyon, il se fait également de nuit. Alors celui de Lyon, ben, il est en avril en général et, et ils ont une version nocturne en novembre. D'ailleurs, cette année, on a été un peu déçus parce que le premier, enfin le diurne ayant été annulé à cause du Covid, ils avaient tout regroupé en un week-end et toujours avec Franck qui maintenant habite à Blois, on comptait y aller et pouvoir enchaîner le diurne le samedi soir et le nocturne le samedi soir et le diurne le dimanche en un seul déplacement. Bon, ça a été annulé aussi, mais celui de novembre, donc qui est le nocturne, malgré le fait que ce soit dans le noir et qu'on voit moins de choses, je trouve qu'il est encore plus beau que le diurne d'avril, parce que le parcours est plus resserré. Le grand ne fait que 25 km, alors que le grand de celui d'avril peut monter jusqu'à 36, 40 selon les années, il me semble. Donc le parcours est plus concentré. On a des sensations différentes, on passe dans des endroits différents. Il y a un accrobranche qu'on traverse, je crois, vers Sainte-Foy-les-Lyons qu'on ne comprend pas pendant celui d'avril. Et puis le fait que tous les monuments soient allumés, ça donne une dimension supplémentaire à la course. Donc c'est vraiment une course que j'adore. Et puis en plus de ça, on parlait des souvenirs tout à l'heure. C'est un de mes meilleurs souvenirs sportifs. En 2018, enfin, c'est quand je commençais, quand j'ai fait mon premier bon rééquilibrage. J'avais vraiment des super sensations. J'ai fini cinquième en faisant une remontée quasiment tout le parcours. Je crois que j'étais parti vers la huitième place et je finis cinquième en doublant le cinquième, peut-être 200 mètres avant la ligne. Et, euh, et pour moi, vraiment, c'est un super souvenir. En plus, je crois que j'avais fini premier master. Je venais de passer master, donc j'avais fini premier master. Bon, il n'y avait pas eu de podium pour la catégorie, mais symboliquement, j'étais vraiment content. Alors, dans ta région, tu me disais en off donc que des courses se voyaient le jour et qu'il y en avait énormément. Comment tu vois, toi, de ton côté, cet essor du trail et cet attrait pour ces courses nature? Est-ce que tu vois ça comme une bonne chose? Bah, pour le coureur, oui, c'est une bonne chose. Dans le 06, donc on avait 14 trails en 2014. En 2019, c'était monté à 53. Alors, bon, l'année dernière n'est pas prise en compte, mais je crois il y en avait un peu plus de prévu. Mais oui, c'est une bonne chose parce que ça laisse le choix. Enfin, tous les week-ends, nous, on a toujours le choix entre deux, trois courses dans le 06. Si on cumule avec le Var et les Bouches-du-Rhône, on a vraiment un beau panel. Peut-être s'il y avait un côté négatif, ce serait l'opportunisme de certains organisateurs qui se disent bah tiens, il y a un nouveau filon, on organise une course sur route, on va faire un trail et puis ne l'organise pas avec le cœur et font une course pas business parce que ça reste amateur, mais bâcle un peu pas mal d'aspects de l'organisation pour juste faire venir du monde. Donc ça serait le côté négatif, mais quand il y a la quantité, il y a forcément la qualité. Donc c'est sur la masse, donc c'est appréciable. Sachant que tu as été toi-même organisateur de courses, quels seraient finalement les ingrédients à mettre en place pour faire un bon trail, selon toi? Ben, je pense que c'est comme pour tout, hein, quand on veut faire quelque chose de bien, c'est comme quand on fait une recette, il faut prendre les meilleures matières premières. Donc pour bien organiser une course, faut peaufiner tous les détails, que ce soit le cadeau coureur, le ravito d'arrivée, le parcours, le balisage, la gestion du chrono. Enfin, faut essayer de tout peaufiner au maximum et à la fin, bah, ça fait normalement une belle épreuve. Alors, en trail, Stéphane, tu as même couru donc à l'étranger. Tu disais la Trans-Gran Canaria, mais également le Dodo Trail. Alors, c'est une course sur l'île Maurice, alors que j'affectionne particulièrement parce que ça a été le lieu du voyage de noces avec mon épouse. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que moi, j'avais pas emmené les chaussures hein, quand on a fait notre voyage, mais tu as participé 6 fois. Quelle est la Ouais. particularité de cette course? Alors la particularité, ben, c'est que déjà, nous, en tant que Français, quand on imagine l'île Maurice, on pense plutôt à la plage.
Et c'est vrai que c'est le cas sur une grosse partie de l'île, mais la course se déroule dans le sud-ouest de l'île. Elle prend son départ pour le grand parcours au pied du Morne Brabant. C'est un gros bloc rocheux qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et elle traverse le parc des Gorges de la Rivière Noire. Et alors la particularité, c'est que c'est hyper technique. À part en Corse, je pense qu'on peut pas s'imaginer ce que c'est parce qu'on n'a pas l'équivalent en France métropolitaine. Et, euh, et enfin, moi, j'ai participé 3 fois aux 52 kilomètres de la course. Faut ajouter 2 heures de plus par rapport à l'équivalent en distance en France. C'est vraiment un chantier, la course. Il y a les montées, sur la fin, la tourelle de Tamarin, il y a des passages où il faut escalader, où il faut poser les fesses dans les descentes, ils mettent des cordes, des chaînes pour s'aider tellement c'est raide. Les descentes, c'est pareil. Là-dessus, il y a ce qui s'ajoute, c'est une humidité à laquelle on n'a pas l'habitude, donc on se rend pas compte, on transpire, on perd beaucoup de sels minéraux. Et je sais que chaque fois que j'ai participé à la course dans l'ascension de la Tourelle, j'ai toujours eu des crampes. J'ai participé 3 fois au 50, 3 fois au 25, j'ai toujours eu des crampes au même endroit. Donc c'était vraiment, quelle que soit la distance, c'est, on pourra couper là. Mais ouais, c'est une course vraiment dantesque. Et alors, dans des paysages de malade, là, par contre, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter, de faire 360. Quand on est au sommet de la tourelle de Tarmarin, quand on est au sommet du piton de la Rivière Noire, on a des paysages de malade. On voit le lagon, le dégradé de couleurs entre le lagon et l'océan derrière. Donc, c'est vraiment un super, super souvenir. Et j'ai eu la chance d'y aller 6 fois en étant invité en tant que correspondant. Alors là aussi, c'est grâce à Running Mag et Rémi Gégard qui, en 2012, avait eu une invitation, avait pas pu y aller, m'avait proposé d'y aller. Donc moi, j'ai fait un retour dans Running Mag et puis j'ai envoyé mon communiqué à plusieurs autres magazines et sites internet. Il a été pas mal publié et du coup, les organisateurs m'ont réinvité d'une année sur l'autre. Il y a eu, je crois que c'est en 2015 ou 2016, la course n'a plus eu lieu. Les organisateurs voulaient plus s'en occuper. C'était peut-être 2017. Et la course a été rachetée par IBL, qui est une grosse société de l'île Maurice, et elle a pu renaître de ses cendres. Et ils ont repensé à moi et m'ont réinvité 2 fois. Donc, ça reste vraiment un super souvenir. Pareil, j'ai pu découvrir l'île Maurice à cette occasion, rencontrer plein de coureurs de l'île Maurice et de la Réunion qui sont tous super gentils. Donc, ouais, ça reste un grand souvenir. Et pour ça, je remercie Yann de Maroussem et Yannick Daugé de Spéville qui ont créé la course et grâce à qui j'ai pu découvrir ces endroits. Et ensuite, tu pouvais justement profiter des longues plages de sable blanc de l'île Maurice. Mais il est vrai que quand on rentre sur l'intérieur des terres, le relief est présent et on n'y va pas que pour faire du farniente, contrairement à ce qu'on peut dire de l'île que l'on compare souvent avec la Réunion. Alors, profiter de la plage, non, parce que la course est en juillet, c'est l'hiver là-bas. Alors, la journée, ça va, on est en t-shirt, mais moi qui suis hyper frileux, je suis jamais arrivé à me baigner en juillet à l'île Maurice. Donc, je me suis jamais baigné dans l'océan Indien. Et par contre, oui, la Réunion, même les Réunionnais sont étonnés du parcours, parce que la Réunion, pareil, j'y suis pas allé, mais de ce qu'on entend, c'est vraiment très, très technique. Et même les Réunionnais ne s'attendent pas à une telle technicité sur l'île Maurice. Donc, ça a été une belle expérience pour toi. Ouais, ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait une course qui te ferait envie? C'est-à-dire, là, demain, tu prends ton agenda, quelle serait celle que tu cocherais sur ton planning? J'aimerais bien participer. Je sais pas s'il existe encore parce que j'ai pas suivi trop l'actualité, mais à 2 courses, le Pikes Peak Marathon et l'ascension du mont Kinabalu à Bornéo en Malaisie. Les 2 courses ont à peu près la même distance, le même dénivelé, le même concept. C'est qu'on part d'une altitude déjà assez haute pour monter je crois, plus de 4000 pour le mont Kinabalu, et c'est un aller-retour. Donc, c'est assez nerveux, c'est 25 kilomètres, mais avec beaucoup de dénivelé et beaucoup de technicité.
Celle du Mont Kinabalu, je devais y participer en 2011. J'étais inscrit, j'avais fait le déplacement, puis je me suis blessé quelques temps avant. Donc, j'étais sur place, j'ai pu assister à la course et Kylian Jornet qui avait gagné, mais j'ai pas pu y participer. Donc, si elle existe encore, c'est une course vraiment à laquelle j'aimerais prendre part. Et une troisième, c'est la Tromsø Skyrace en Norvège, à Tromsø, et qui est, je crois, organisée par Kylian Jornet. Et là aussi, je suis allé en Norvège en 2018. Les paysages, c'est des paysages de malade. Les sentiers sont super beaux. Et Tromsø, c'est beaucoup plus au nord que là où je suis allé. Mais donc, j'ai pas pu y aller. Mais quand on voit les vidéos de la course, ça donne envie. Et ça a l'air d'être un peu comme le Dodo Trail. On voit des gens escalader avec des chaînes, des cordes. Donc, c'est vraiment des courses qui ont une originalité et qui me motiveraient si j'avais l'occasion d'y aller. Même si tu es frileux. Là, la Norvège, attention, Ouais. on va peut-être C'est pas y vrai aller que en la t-shirt. Norvège, j'y suis allé en août 2018 et on était en t-shirt avec une soft shell, mais après, bon, c'était des températures acceptables quand même. Alors, je voulais évoquer avec toi, Stéphane, le matériel. Avec quoi tu cours? Quels sont tes chaussons de course? Et est-ce que tu es connecté au moins avec la montre? Quels sont tes outils pour contrôler et analyser tes performances? Bah, pour la montre, j'ai une montre GPS Garmin, une des moins chères, hein, je crois une 620, Forerunner 620. Elle est un peu vieille d'ailleurs, il faudrait que je la change. Elle n'a pas assez d'autonomie, elle tient que 7 heures. Donc cet été, j'ai fait un périple à vélo. Je suis parti de chez moi à Mougins pour rejoindre la famille chez ma belle-mère à Lautrec dans le Tarn. Donc j'ai fait à peu près 600 kilomètres en 3 jours. Et la première étape, j'ai pas pu aller au bout avec ma montre GPS, donc il me faudrait une montre qui tienne plus longtemps. Après, pour les chaussures, pour la route, j'ai commencé avec New Balance au tout début quand j'ai commencé à courir, mais maintenant ça doit faire une dizaine, voire une douzaine, voire plus d'années que je cours en Adidas. Donc pour les chaussures de route, je reste en Adidas. Pour les chaussures de trail, j'aimais beaucoup les Supernova Riot 2 de Adidas. Après, ils sont passés au 3 qui était moins bien, mais qui était pas mal. Après, ils sont passés au 4 qui était moins bien que les deux, mais mieux que les 3, mais quand même bien. Et le problème avec eux, c'est que tous les 2 ans, quand on s'habitue à un modèle de trail, ils le sortent plus et puis ils en sortent un nouveau. Donc, je suis resté chez Adidas. J'ai pris des Supernova, qui étaient l'équivalent de ce que j'avais en route, mais en trail. Et le problème, c'est qu'elles sont un peu étroites. Je me demande si c'est pas à cause de celle-là que je me suis fait mon entorse en 2018. Donc, bah, j'ai continué à courir avec, mais là, je viens de découvrir des New Balance El Hierro. Alors, ben, comme c'était ma marque d'origine, enfin la marque avec laquelle j'ai découvert la course, je les ai commandées sur Internet pour les tester et elles sont vraiment très très bien. Elles sont un peu plus larges, elles sont très stables, beaucoup de grip, très confortables. Le seul point négatif, c'est le lassage. J'arrive pas à bien doser le lassage. Donc, en général, il faut les mettre, courir 4-5 km et puis refaire le lassage à ce moment-là. Et là, ça tient. Mais voilà pour les chaussures. Et puis après, pour le matériel, bah, des shorts, si possible. Moi, je prends les shorts de Decathlon, les Domios de gym, parce que ceux de trail de l'époque avaient pas de poche à fermeture sur les côtés, et du coup les choses volaient. Donc j'ai acheté beaucoup de ces shorts. Et là par contre, je crois que je sais plus c'est Kalanji ou c'est peut-être un nouveau nom de la marque Decathlon, mais là ils ont sorti un modèle il y a un an ou deux qui est assez bien avec une poche ventrale, une poche dorsale et des poches sur les côtés. Et avec dans la poche ventrale, une deuxième poche à fermeture éclair et pareil dans le dos. Donc on peut stocker pas mal de choses. Un téléphone, des clés, des gels, des Kleenex et une flasque. On peut mettre une flasque de 400 millilitres devant. Donc pour les trails courts, bah, ça permet de pas avoir ni de sac, ni de ceinture porte-bidon et de tout avoir sur soi.
Alors, avec les chaussures, est-ce que tu es inquiet maintenant avec ces plaques carbone parce que les coureurs qui étaient tes poursuivants vont peut-être arriver à te dépasser? Quel est ton point de vue sur ces innovations technologiques, toi qui as l'habitude d'être dans les toutes premières places des pelotons? Est-ce que ça Alors, apparaît un peu plus? Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté? Est-ce que des coureurs qui jusqu'à présent étaient, on va dire, derrière toi arrivent maintenant à pointer le bout de leur nez? inquiet déjà non, parce que je suis vieux, donc je suis un peu périmé pour faire des chronos. Euh, Puis d'autre part, de toute façon, mes chronos étaient pas mauvais, mais il y a quand même beaucoup, ne serait-ce qu'au niveau départemental, beaucoup de coureurs qui sont bien meilleurs que moi, donc inquiet non. Mais mon avis là-dessus, c'est que, en fait, différencier plusieurs choses. Si je prends mon cas, quand je fais un 10 km, je sais que j'aurai jamais le niveau, même sur la pompe classique, d'entrer, ne serait-ce que dans les 50 premières. Enfin, il y a des années où ça peut être possible, mais donc on court pas pour la place, on court pour le chrono. Et quand on court pour le chrono, on veut se mesurer à soi-même sur ces distances. Et vu que moi j'ai fait tous mes meilleurs chronos sans plaque carbone, si maintenant j'en utilise, ça va être faussé parce que si leur rapport est avéré, je pourrais pas comparer des chronos faits il y a 10 ans avec des chronos faits maintenant. Donc, pour ce cas-là, je suis plutôt contre. Après, comme tu dis, il y a le côté course. Alors, ça va plutôt être sur des petites courses de village là où on peut jouer les premières places. C'est sûr que si on est à peu près du même niveau que l'adversaire contre lequel on court et que lui en est équipé, s'il a un avantage, effectivement, on pourra pas rivaliser. Mais bon, ça, c'est le jeu. Et troisième point, il y a ceux qui commencent à courir maintenant. Si ils commencent à courir avec des plaques, ils pourront toujours comparer leur chrono parce qu'ils auront commencé avec des plaques et dans 10 ans, à moins qu'il y ait d'autres innovations d'ici là, mais ils auront encore des plaques. Donc, dans leur cas, pareil, ça pose pas de problème. Et oui, il y aura un quatrième cas, c'est les records absolus, records du monde ou records de France, par exemple. Là, vu que le but c'est de faire le meilleur temps possible, je suis pas contre le fait qu'il y ait une aide, vu que l'idée c'est de voir jusqu'où l'homme peut aller. S'il y a une petite aide technique, mécanique, tant mieux. Après, voilà, c'est difficile à analyser, à comparer, mais je comprends ta philosophie. Tu veux, entre guillemets, à ton niveau, par Ouais. rapport à tes chronos, rester sur ce que tu as fait depuis le début de ta carrière et pas fausser, on va dire, tes chronos par rapport à une éventuelle aide, parce que le gain semble avéré, hein, avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté jusqu'à présent, disent que déjà au niveau du confort, de la sensation de fatigue, ça apporte quand même un bénéfice. Après, sur les chronos, même là, sur les derniers championnats de France en salle, on voit que les coureurs étaient équipés même de plaques carbone avec les pointes. Donc, à voir sur ces résultats ce que ça peut donner sur les prochaines Olympiades. Mais oui, apparemment, ça serait de l'ordre sur un 10 km de 40 secondes. Alors, je sais pas s'il y a eu des études. Je sais que là, sur la prom classique 2020, il y a beaucoup de locaux qui en avaient. Certains ont eu tendance à minimiser. Alors, est-ce que c'était pour maximiser leur performance et dire que c'était pas dû à la chaussure, mais à leur qualité ou à l'entraînement? Je sais pas trop. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que enfin, moi, je sais que quand je trouve une paire de chaussures qui me convient et que je me blesse pas avec, je préfère rester avec. Est-ce que le fait d'avoir une plaque carbone va pas augmenter le risque de blessure? Ça, faudra voir avec le temps et puis demander à ceux qui en auront. Alors, est-ce que ces plaques carbone, tu en parles dans les articles parce que c'est une autre facette de ta personnalité. Tu es donc correspondant local de Nice Matin, spécialisé dans le running. Explique-nous comment tu as pu arriver justement à cette fonction et quel plaisir tu y prends. Alors, les plaques carbone, j'en parle pas parce que les articles que je rédige, ce sont uniquement des retours sur les compétitions qui ont lieu. Comment j'en suis arrivé là? Donc, c'était en 2010. Le correspondant de l'époque, Gilbert Moulinet, a pris sa retraite, je crois, à la fois professionnelle et puis à la fois avec Nice Matin.
Et pendant plusieurs mois, il n'y a plus d'articles dans le journal. Et on a été plusieurs coureurs moi, je suis encore de la vieille génération, donc on est encore le journal papier. Et on a été plusieurs coureurs de cette génération à se dire qu'il y avait un manque quand même. C'était bien que le lundi après la course, il y a un article. Donc, je me suis permis de contacter Nice Matin et de leur signaler que depuis le départ de Monsieur Moulinet, il y avait plus d'articles et qu'on était nombreux à avoir remarqué ça. Et ils m'ont proposé de me recevoir et m'ont demandé si ça m'intéressait d'être moi-même correspondant. Donc j'ai dit oui et ils voulaient quand même être sûrs que je rédige pas trop mal et que je puisse respecter les délais. Donc ils m'ont envoyé sur une course test. C'était une course dans le Var. Je me rappelle plus le nom de la ville, organisée par Thierry Fiaggiano, qui était un très très bon trailer dans les années 2000 et qui a été remporté par Julien Navarro, qui est je pense le meilleur de la région PACA en trail et dont le frère je crois qu'il est sélectionné au Géo ou il est dans les deux qui doivent l'être, Nicolas Navarro. Enfin bref. Et donc du coup, bah oui, je prends du plaisir à ça parce que j'aime écrire. Le côté, enfin entre guillemets négatif, c'est que c'est un peu répétitif parce que moi je tiens à être équitable d'une course sur l'autre, que tous les coureurs soient traités de la même façon. Donc du coup, bah c'est un peu toujours les mêmes articles parce que je parle toujours des 3 premiers hommes, des 3 premières femmes. Le vocabulaire est un peu limité au bout d'un moment, donc je pense qu'on a l'impression de lire toujours la même chose. Mais j'y prends quand même du plaisir parce que j'aime écrire. Donc. Et cette équité, d'autant plus que tu peux être dans l'article à la première place et vainqueur de la compétition. Alors, comment on fait quand on est à la fois auteur de l'article et vainqueur de la compétition? Est-ce qu'on minimise sa performance? On reste discret? Est-ce que ça t'a valu justement peut-être des remarques dans les pelotons parce que les gens doivent te connaître et t'identifier comme le correspondant running de Nice Matin? Est-ce qu'il y a eu des petites piques comme ça qui ont pu être placées sur des articles que tu aurais rédigés? Oui, alors c'est vrai que c'est compliqué parce que enfin, j'essaye de faire comme si c'était n'importe qui, mais c'est vrai que par exemple, je peux pas déjà me permettre de mettre une citation de moi-même vu que c'est moi qui rédige l'article. Donc déjà ça, je peux pas faire. Et de temps en temps, je censure des phrases parce que je peux pas dire quand j'écris l'article sur et que quelqu'un d'autre a gagné, enfin ou que je suis pas dans les 3 premiers, ben là je peux me permettre d'être dithyrambique ou de mettre ne serait-ce qu'un petit mot en plus, la belle victoire. Ben, quand c'est moi, je peux pas me permettre, donc je vais juste mettre victoire. Après, je veux pas non, enfin je vais pas tout couper et ne pas mettre mon nom comme c'est moi qui ai gagné. Parce que je vais pas dire un tel a fini deuxième, un tel a fini troisième, si c'est moi qui ai gagné, ne pas citer le vainqueur. Mais donc, oui, il y a quand même une légère censure. Et des pics, bah oui, ça m'en a valu, que ce soit directement ou indirectement. Je vois bien qu'il y a des gens à qui ça fait pas plaisir que ce soit un coureur qui, de temps en temps, est sur les podiums, qui rédige les articles. Mais le problème, c'est que ce qu'ils comprennent pas, c'est que Nice Matin n'a pas les moyens d'envoyer un vrai journaliste, enfin de l'occuper un dimanche, que ça va lui prendre au moins la demi-journée pour juste un article de course à pied, parce qu'ils ont plein d'autres sports à traiter, et donc ils sont obligés de passer par des correspondants. Et malheureusement, enfin si c'est pas un coureur, je vois pas qui tous les dimanches va aller sur les courses et pour une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Perdre la demi-journée, voire la journée, et juste pour rédiger un article. Donc, il faudrait trouver un retraité ou, enfin, pour le moment, il y a personne d'autre, donc je m'en occupe et puis donc les articles sont comme ils sont, mais moi j'essaie de faire pour le mieux, de traiter de tout le monde de façon équitable. Et puis bon, quand il y a des gens qui sont pas contents, tant pis pour eux, tant pis pour moi. Alors, tu es également auteur pour un autre magazine, Distance Plus. C'est justement cette envie d'écrire qui te conduit vers voilà, des environnements qui restent quand même avec le sport, avec la course à pied, mais qui te permettent de rencontrer également des coureurs. Quel est ce magazine? Alors Distance Plus, c'est pas un magazine, c'est un site internet qui est québécois. Et là, c'est différent, c'est plutôt des portraits, ce que je fais. Donc, j'ai traité, par exemple, j'ai fait le portrait
de Claude Hérault. C'est un de mes premiers. C'est un coureur qui est retraité maintenant et qui fait souvent quand il peut pas courir, il fait des photos sur les courses, il les met à la disposition des gens sur Facebook. Donc c'est quelqu'un qui apporte beaucoup, je trouve, à la course à pied azuréenne. Donc j'ai fait son portrait. Là, j'ai fait celui de Philippe Cordero, qui est l'organisateur du Trail Les Balcons d'Azur. Et le prétexte, c'était que sa course intègre un nouveau challenge Xterra. Alors, Xterra, c'est un circuit international de triathlon nature, de triathlon avec du VTT et du trail au lieu du vélo de route et de la course sur route. Et il crée cette année un championnat d'envergure nationale sur un format qui se rapproche de celui du marathon, mais en trail. Donc du coup, là, c'était le prétexte pour faire un article sur Philippe, alors qu'il n'a pas encore été publié, mais qui va l'être bientôt. Et Distance Plus, je crois que ça s'est fait. Ils avaient publié une annonce sur leur site et j'ai répondu, mais ne sachant pas du tout ce que c'était. Je savais pas que c'était québécois. Et ils ont répondu favorablement. Ça, par contre, c'est bénévole, donc il n'y a pas de règle. On en discute des articles qui peuvent être publiés. Ils me disent s'ils sont OK ou pas avec ce que je leur propose. Et puis quand c'est OK, ça se fait. Là, j'ai questionné Rémi Gégard qui sort un livre sur le trail, Histoire de trail, ça s'appelle. Enfin, on s'est entretenu il y a 2 ou 3 semaines. Il faut que je rédige le papier pour leur envoyer. Et avant ça, j'ai été aussi correspondant pour Running Mag, qui avait une édition PACA, qui ne l'a plus maintenant. Mais donc ouais, j'aime bien écrire, que ce soit pour le sport ou autre chose. Là, je suis en concurrence avec toujours avec Franck Safiotti, parce qu'on a décidé de se lancer un concours de qui serait le premier à arriver à faire publier un roman. Et bon, lui a terminé le sien, moi je travaille sur le mien. Donc l'écriture, c'est un truc que j'aime. Si tu as besoin de conseils pour l'édition, je pourrais t'en donner quelques-uns en off, hein, ayant été l'auteur d'ouvrages, mais historiques. Donc, on sera sur un autre versant, mais n'hésite pas si tu as besoin. J'avais aussi écrit un one-man show quand j'habitais à Paris vers 2003-2004. Et j'avais testé plusieurs des sketchs sur scène, sur des scènes ouvertes parisiennes. Bon, après, le problème, c'est que j'aime bien écrire, mais je suis pas un très bon interprète. Donc ça n'a pas rencontré un grand succès, mais toujours dans l'écriture, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais pendant le confinement, tu as œuvré aussi, hein, tu es très créatif avec des vidéos humoristiques liant justement l'écriture, mais également la course à pied. Donc, on te verra peut-être sur les planches alors, prochainement. Non, je ne pense pas, parce que je suis quand même un piètre comédien. Mais effectivement, des vidéos humoristiques, j'en ai toujours fait, notamment dans les films de vacances. Plutôt que faire un clip show avec juste des musiques et des paysages, j'aime bien intégrer intervalles réguliers. Dès qu'on a une idée de vanne ou pendant les vacances, on la tourne et puis je les mets dans les vidéos. Mais par contre, c'était des vidéos qu'il y avait que moi et la famille qui regardions. Et pendant le confinement, comme on a eu du temps, c'est vrai que je me suis mis à écrire des vidéos. Au début, c'était vraiment sport et confinement. Puis après, ça a un peu dévié, il y a eu d'autres choses. Et plutôt que les garder pour moi, c'est vrai que je les ai publiés sur Internet. Bon, là, pareil, ça n'a pas fait beaucoup de vues, mais j'en ai fait une dizaine pendant le confinement. Et puis après, j'ai gardé l'habitude. Alors maintenant, c'est plus des vidéos très travaillées. Ça va être une idée de sketch, une vidéo, donc quelque chose qui va durer 15-20 secondes, qui prend pas très longtemps à tourner, mais pas beaucoup non plus à monter. Puis j'essaie d'en publier régulièrement sur les différents réseaux sociaux. Donc, trailer, auteur donc d'articles dans la presse locale, donc du côté de Nice, et puis voilà, de la bonne humeur. Tu te prends pas forcément toujours au sérieux, même si ta profession t'oblige à l'être quand même un petit peu. Oui, quand je fais quelque chose, je le fais sérieusement, mais c'est vrai que j'aime pas me prendre au sérieux. J'aime bien tout le temps rigoler, être dans l'autodérision. Sur quel réseau on peut te retrouver, Stéphane? Je suis sur Facebook et Instagram avec mon nom et mon prénom, Stéphane Jordaningo. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Monkey Fox, Monkey comme singe et Fox comme renard. Et je suis sur TikTok. TikTok, là, c'est vraiment des vidéos très courtes et que des vidéos humoristiques. Et c'est @Stéphane Nice. Bon, je mettrai tous les liens donc dans l'épisode du jour. Sur
quel objectif tu te projettes pour 2021? Ça reste flou ou on garde les pâtisseries, les gâteaux, comme on le disait en début d'épisode? Sportivement, ouais, c'est flou, d'autant qu'apparemment, au moins jusqu'au 1er juin, il devrait ne pas pouvoir y avoir de manifestation de plus de 10 personnes, si j'ai bien compris. Donc, je pense que sportivement, ça va être des entraînements. Là, il commence à refaire doux chez nous, donc je vais reprendre bien le vélo, continuer à essayer de courir un bon kilométrage par semaine. Et puis, sinon, le gros objectif, c'est que j'aimerais bien terminer mon roman avant la fin de l'année, donc maximum en décembre. Mais bon, c'est un peu ambitieux, donc je sais pas si j'y arriverai. Bon, bah, une page par jour. Voilà, ça peut aller Ouais, très vite, hein. là, en ce moment, j'arrive à tourner à 3-4 pages par semaine, mais je sais pas si je vais arriver à garder ce rythme sur l'année. Donc, Ouais, essaie de glisser peut-être une 5e page, comme une 5e séance d'entraînement, donc pour arriver ouais. jusqu'au bout. Bah, un grand merci Stéphane pour ce long échange mêlant course à pied, mais également tes passions et tes à côté. J'espère un jour pouvoir te croiser et courir à tes côtés, mais en tout cas, merci pour avoir pris du temps pour échanger sur la course à pied, mais également cet environnement qui fait partie de ta personnalité. Ben, merci Sébastien. Et puis peut-être que si un jour Franck m'invite à Blois, on aura l'occasion de disputer une course ensemble là-haut. Eh bien, écoute, avec plaisir. Pour ma part, l'épisode touche à sa fin. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.